Salut et bienvenue à cette troisième partie de notre leçon 5 qui porte sur le travail à l'établi. Là, le travail à l'établi pour les machinistes en herbe. Et puis aujourd'hui, on va regarder les tarots, les filières et les scies à main. Mais avant ça, comme c'est souvent le cas, j'ai trouvé ou retrouvé, devrais-je dire, un outil que je cherchais l'autre jour pour la partie 2 de notre vidéo, qui est une lime pour le travail autour. Là, je l'ai trouvé en fouillant dans mes tiroirs pour des outils pour la vidéo d'aujourd'hui. Et j'ai trouvé une autre lime de grosseur similaire, mais d'angle normal. Donc, je vais les mettre ici pour qu'on puisse faire un gros plan et puis voir la différence angulaire entre une lime pour le tour et une lime d'usage courante. Ici, on a une lime normale pour le travail à l'établi et on constate en le regardant que les dents de lime sont inclinées à peu près 30 degrés, ou une inclinaison d'environ 30 degrés. Tandis que cette lime-ci, qui est faite pour le travail autour, est inclinée par 60 degrés. Et cette lime-ci va dégager beaucoup plus rapidement et mieux les copeaux lors du travail. Donc pour le travail autour, ça c'est plus approprié. La scie à main ou la scie à métal, un outil réellement indispensable pour le petit atelier maison. Parce qu'on peut, avec cet outil-ci, en changeant les lames évidemment, couper presque n'importe quoi. Et souvent au point de départ, on a tendance à vouloir, si on a une fraiseuse, enlever tout notre matériel sur la fraiseuse, même si on a énormément de matière à enlever. Quand en réalité, si on coupait la matière excédentaire en laissant juste un peu pour la finition, mais si on le coupait à la scie, ça nous sauverait souvent beaucoup de temps. Et aussi, ça nous donnerait dans bien des cas des pièces secondaires qu'on pourrait utiliser pour faire autre chose, au lieu de juste transformer toute cette matière-là en copeaux. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent entre des lames de scie à métal et des limes. Et ces choses-là ont beaucoup à faire avec la formation des copeaux. Allons au tableau blanc voir comment les copeaux se forment et comment la grosseur et la forme des dents affectent la formation de ces copeaux avec des lames de scie. Bon, me voilà de retour à mon tableau et je recycle même le petit dessin qu'on avait fait pour nos limes. Parce que dans le fond, je suis une machiniste paresseux. Bon, j'ai recyclé ça. Pourquoi? Parce que l'action de coupe est très similaire et les mêmes règles s'appliquent. La dent d'une lame de scie débute sa coupe et traîne le copeau pendant toute la surface ou la longueur de la surface. Et c'est pourquoi qu'elle doit emmagasiner le copeau entre les dents pendant l'action de coupe. Et ça veut dire que si j'ai des longues surfaces à couper, je vais vouloir utiliser une lame qui a des grosses dents. Encore, analogue aux limes, si je suis en train de scier des matières très molles, je vais vouloir utiliser encore une fois des grosses dents. Pour des matières dures, si je veux scier des matières dures, des petites dents s'imposent. Et évidemment, si je veux scier des petites surfaces, encore une fois, des petites dents s'imposent. La différence majeure ici entre l'action de coupe pour les lames de scie et les limes, c'est la règle du contact minimal. Et ça veut dire que lorsque je suis en train de couper à la scie à main, je veux un minimum de 2 dents en contact avec la pièce en tout temps. Et j'ai fait un croquis ici. Si on regarde ma pièce ici, je peux voir que j'ai 1, 2, 3 dents équivalent approximativement à la longueur de la pièce. Et ça me garantit que lorsque une dent quitte la pièce, qu'une autre dent rentre dans la pièce et que j'ai toujours 2 dents minimum en contact. Faites attention, je n'ai pas dit que 2 dents devaient être équivalents à la largeur de la pièce. J'ai dit 2 dents en contact en même temps. Puis ça crée beaucoup de confusion. Mais on peut le voir juste ici. J'ai 1, 2, 3 dents, 2 espaces. Et ça garantit que j'ai toujours au moins 2 dents en contact à la fois. Au moins. Plus, pas un problème. Et c'est quoi la raison d'être de cette règle-là?
Mais je l'ai exagéré, mais on le voit ici. Si je coupe une pièce avec une scie qui a de grosses dents ou des dents trop grosses pour la largeur ou la longueur de la coupe que je veux entreprendre, bien, la pièce va tomber entre les dents alors que je la coupe. Et ça va asséner un coup sur chaque dent. Éventuellement, une des dents va se fracturer. Une fois que cette dent-là est fracturée, bien évidemment, la dent suivante doit travailler 2 fois plus fort. Et tout déboule de là. Rapidement, la lame est inutilisable. Une autre différence majeure entre les lames de scie et les limes, bien, c'est l'avoiement des dents. Les dents sur une lame de scie sont avoyées de part et d'autre de la lame. Des fois, c'est une dent sur un bord, une dent sur l'autre, une dent sur un bord, une dent sur l'autre en alternance comme ça. Des fois, c'est un bord, milieu, l'autre bord, un bord, milieu, l'autre bord, et ainsi de suite. Et des fois, c'est avoyé en vague à travers toute la longueur de la lame. Peu importe le type d'avoiement, pour tout de suite, c'est pas tellement important, mais c'est de comprendre que l'avoiement, c'est important pour l'action de coupe. Je veux que la rainure soit plus large que le corps de la lame. C'est crucial parce que si je n'avais pas une différence ici, bien, la lame de l'acier se coincerait dans sa propre rainure et ça serait presque impossible à couper avec ça. Inversement, si j'ai beaucoup d'avoiement, une lame qui est très large par rapport à la hauteur et la largeur de son corps, bien, cette lame-là va être difficile à garder en ligne droite. Elle va vouloir, elle, se promener à travers la pièce. Donc, l'avoiement des dents joue un rôle. Si je voulais, par contre, couper des courbes, bien, ça va me prendre une lame qui est mince et très peu profonde, donc courte et mince, avec un bon avoiement. Et ça me permettrait de produire des courbes. Si je veux couper des lignes droites, bien, je veux un avoiement minimal avec une bonne largeur et une bonne hauteur de corps de lame pour couper des lignes bien droites. Là, lorsque les dents d'une lame s'usent, elles s'usent souvent sur leur bout. C'est là qu'ils travaillent le plus fort. C'est normal que ce soit là qu'ils s'usent. Et la rainure que la lame produit, sa largeur, mais diminue progressivement alors que la lame s'use tranquillement. Et c'est pour cette raison qu'il est réellement déconseillé d'insérer dans une rainure préexistante, qui était faite par une vieille lame, une nouvelle lame pour continuer une coupe, puisque la différence de largeur pourrait être prononcée et ça pourrait endommager la nouvelle lame. Puisqu'on vient juste de regarder l'action de coupe des lames de scie puis parler des dents, bien, ça serait bon de mentionner que pour des lames de scie en Amérique du Nord, en tout cas, on définit la grosseur de dents par le pas, ce qu'on appelle le pas, là, c'est pas vraiment un pas, mais c'est un nombre de dents par pouce. Et dans ce cas-ci, c'est pas mal la lame de base, celle qu'on retrouve le plus souvent, à 18 dents par pouce. Là, si on veut des plus grosses dents, bien, on va aller vers un plus petit numéro, un 10 dents par pouce, 10 dents dans le même espace que 18, chaque dent va être pas mal plus grosse. Inversement, un 24 dents, bien, les dents vont être pas mal plus petites. Et c'est comme ça que ça se passe en Amérique du Nord. Par contre, j'ai aucune idée dans les pays là, très métriques, surtout en Europe, comment ils définissent le pas des lames. Donc, si quelqu'un pourrait nous donner une indication, peut-être faire un petit commentaire en bas pour nous l'indiquer. Là, il y a plusieurs sortes de lames de scie, mais à la base, on peut dire qu'il y a à peu près 4 sortes de lames de scie qu'on voudrait avoir en atelier ou qu'on pourrait rencontrer dans un atelier, un petit atelier maison. On a les lames qui sont en acier à haut niveau de carbone, des lames qui sont complètement ou intégralement fabriquées en acier à haut niveau de carbone. On a des lames bimétal, on a des lames de précision et on a des lames de chantournage. Donc ici, j'ai 2 lames. Une lame, la blanche ici, qui est en acier à haut niveau de carbone intégralement, et celle d'en haut ici, qui est une lame bimétal. Et ça ne veut pas dire qu'elle va des 2 côtés de la clôture. Non, la lame blanche, elle, est la lame bon marché.
Et géométriquement, là, les deux sont pareils. 18 dents par pouce, même longueur, même forme, même épaisseur. Par contre, la blanche, elle est réservée pour couper des matières plutôt molles, comme du laiton ou des aciers très doux. Puisque le fait qu'elle soit en acier à haut niveau de carbone intégralement, mais lui donne une bonne résistance à l'usure, mais fait en sorte que cette lame-ci est plus friable, elle brise plus facilement. C'est réellement des lames bon marché, lames à haut niveau de carbone. La jaune ici, on sait quelle compagnie qu'on parle, la jaune évidemment c'est Starrett, là, mais la jaune ici, c'est une lame bimétal. Et ça veut dire que c'est une matière composée. J'ai un acier à outils pour les dents et un acier de qualité à moyen niveau de carbone pour le corps. Ce qui nous donne, et les deux sont soudés ensemble, et ça nous donne le meilleur des deux mondes. J'ai la résistance à l'usure réellement excellente de l'acier à outils, mais j'ai la flexibilité d'un acier trempé à moyen niveau de carbone. Donc le meilleur des deux mondes. Bon marché, acier à haut niveau de carbone intégral pour couper surtout des métaux doux et pour couper à peu près n'importe quoi, une lame bimétal qui est pas mal plus dispendieuse. Là, le troisième type de lame que j'ai nommé au début, les lames de précision, bien, ont de différent le fait qu'ils sont des lames très épaisses. Donc, au moins double l'épaisseur d'une lame normale. Puis je n'ai pas d'exemple, parce que je n'ai pas réussi à en trouver. Là, je vais peut-être en trouver un en fouillant dans mes choses pour la prochaine vidéo. On verra. Mais comme c'est là, je n'ai pas trouvé d'exemple de lame de précision. Mais imaginons une lame normale, comme celle-ci, mais double épaisseur. Donc, beaucoup plus rigide. En plus d'être double épaisseur, mais les lames de précision sont généralement fabriquées intégralement en acier à outils. Ce qui fait en sorte que c'est des lames encore plus rigides. Okay? Ils sont toutes faites d'acier à outils trempé. Donc plus rigides, mais évidemment plus délicates. Là, ces lames de précision également ont très peu d'avoiement. On parle de quelques millièmes de pouce d'avoiement. Et si je mets tout ça ensemble, une lame double épaisseur, une lame haute, double épaisseur, avec très peu d'avoiement et conçue d'un acier rigide, un acier à outils trempé, bien, j'obtiens une lame qui va couper de façon très rectiligne, d'où le nom lame de précision. C'est fait pour couper lorsque je veux avoir des surfaces finies de haute précision, ou de bonne précision, je devrais dire. Une lame de précision. Je n'ai pas d'exemple ici, comme je dis, mais peut-être j'en trouverai un. Une chose que je devrais mentionner avec ces lames de précision, c'est qu'elles sont très précises, mais ils sont très délicates et très dispendieuses. Okay? Donc, ils sont très faciles à coincer dans leur rainure parce qu'ils ont très peu d'avoiement. Fait que ça prend réellement un mouvement là, précis et très contrôlé. Il faut vraiment les traiter avec délicatesse. Là, le quatrième genre de lame que j'ai mentionné, c'était les lames à chantourner. Et j'en ai un exemple ici, qui est une lame qui n'en est pas une. C'est réellement une tige métallique incrustée d'abrasif, du carborundum dans ce cas-ci, qui peut couper à peu près n'importe quoi. J'éviterais par contre de couper des matières douces avec ça, simplement parce que les dents ici sont représentées par des grains abrasifs et il n'y a pas beaucoup de dégagement entre ces dents-là. Fait qu'évidemment, ils gomment facilement dans de la matière molle comme de l'aluminium ou des laitons, des choses du genre. Mais pour les aciers, même les aciers trempés, même les matières céramiques comme de la vitre ou ce genre de choses-là, mais ça coupe excessivement bien, c'est très pratique à voir. Et puisqu'ils n'ont pas de hauteur ou de largeur, ben, je veux dire, ils ont une largeur, mais ils sont cylindriques en forme, ben, je peux couper toutes les courbes que je veux, à tous les angles voulus. Par contre, ce que je ne peux pas vraiment faire bien avec ça, c'est couper des lignes droites. C'est comme l'antipode de la lame de précision. Fait que lame à chantourner, vraiment plaisant à voir pour des courbes.
Quelque chose que je devrais mentionner à propos des lames de précision, je reviens là-dessus parce que ça vient de me revenir à l'esprit. Ces lames-là sont bonnes pour couper des lignes droites et des surfaces bien précises, c'est merveilleux, mais dans le temps, on les appelait des lames à rainurées. Okay? Puis, où je les ai vues en utilisation ou utilisées le plus souvent dans le passé, puis je parle de bien des années de ça, c'était pour produire les rainures dans les têtes de vis. Ils sont très bonnes pour produire ce genre de rainures très précis là, dans des pièces. Fait que c'est juste un exemple d'une application pour ces lames de précision qui sont très larges, très dispendieuses et très faciles à briser parce qu'ils se coincent facilement dans la pièce. Là, c'est une vidéo de théorie, ça, fait que je parle pas de pratique comme telle ou de manipulation. Je mettrai un lien pour les vidéos que vous connaissez probablement déjà, qui portent sur le projet Jauge à forêt, où on pourra voir comment manipuler correctement des lames de scie à métal, ou des scies à métal, devrais-je dire. Mais je voudrais quand même mentionner que le mouvement avec les lames, c'est quelque chose de très important. Comme c'était important avec les limes, mais les lames cassent beaucoup plus facilement. Fait que bouger correctement, c'est très important. Et si on veut maîtriser la coupe, et je mentionne ça dans la vidéo pratique, mais c'est important de le répéter ici. Habituez-vous à ne pas couper des fois verticalement, des fois horizontalement, des fois à des angles. On ne peut pas maîtriser si on change l'angle d'attaque à chaque fois. Déplacez la pièce plutôt que de déplacer votre mouvement. Habituez-vous à toujours couper de la même façon et pratiquez-vous en masse, toujours verticalement. Vous allez voir, vous allez devenir très adepte. Mais bougez le morceau pour que vous puissiez toujours couper dans le même plan. Ça simplifie énormément les choses. Bon, j'ai eu des questions dans le passé, fait que je vais y répondre tout de suite. C'est qui la dame en arrière? Bien, c'est ma dulcinée, André, mariée maintenant depuis 32 ans, plus plusieurs années de fréquentation. Comment elle fait pour m'endurer encore? Je ne le sais pas, mais je suis bien content qu'elle stick autour, comme on dit ici au Québec, puis je suis bien content de l'avoir. Bon, mais nous autres, on est prêts maintenant à passer à la deuxième partie de cette vidéo-ci, et on va aller voir les tarots et les filières. Pour couper des filets très précis ou pour couper des filets qui ont des grosseurs bizarres, on a souvent l'habitude d'utiliser le tour pour produire ce type de filet-là. Par contre, la vaste majorité des filets à produire en atelier peuvent être produits à l'aide de tarots et filières qui sont réellement des outils de travail à l'établi. Une recherche rapide dans mon petit atelier ici m'a permis de trouver ces outils-ci qui peuvent être utilisés pour le filetage à la filière ou pour le taraudage. Alors, regardons d'un peu plus près. À l'avant ici, on a un ensemble ou un jeu de tarots à gougure droite. Donc, on a le tarot ébaucheur, intermédiaire et finisseur. Ici, on a un regroupement de différents types de tarots. Tarot à gougure droite, évidemment, mais avec une queue dégagée, pointe spiralée, avec un dégagement en hélice pour la production, et un tarot de formage, donc qui forme un filet qui ne le coupe pas. Et finalement, ici, avec son petit cône, sa petite conicité, on a un tarot pour couper les filets de plomberie, angulaires. On a à droite ici des portes filières, 3 types différents, et 4 types différents de filières. C'est pas juste leur grosseur qui change, mais leur type d'ajustement. Et c'est pour ça qu'on a besoin des 3 genres de portes filières, parce qu'on peut avoir plusieurs méthodes d'ajustement. Évidemment, on a de l'huile de taraudage, quelque chose d'important pour lorsqu'on veut fileter. On a des portes tarot, ou des clés à tarot, ici, qu'on appelle souvent des tournes à gauche, 2 genres ici, et le modèle en T, pas comme une maison en T, là, mais en T en forme de la lettre T ici. On a ensuite quelques accessoires qui peuvent nous aider avec le taraudage ou carrément tarauder. On a
une pointe à ressort qui va nous aider à guider un tarot. On a un mandrin porte-forêt qu'on n'utilise pas pour le taraudage, non, c'est trop dangereux, mais qui peut servir à aligner un tarot correctement. Et ici, ben, on a une tête à taraudage réversible, qui est vraiment un bel outil si on a à faire beaucoup de production ou si on produit une grosse quantité de trous filetés. Bon, mais avant de regarder ces outils-là en détail pour comprendre le pourquoi de leur existence, mais ce serait peut-être bon qu'on se dirige vers le tableau pour regarder des calculs. Parce que si on veut tarauder des trous, produire des filets intérieurs, autrement dit, ben, il va falloir produire un trou au préalable. Et comment gros devrait-on produire le trou? Ben, la logique tendrait à nous dire qu'on a juste à regarder dans un aide-mémoire comme le Machinery Handbook pour trouver le diamètre à fond de filet, autrement dit le diamètre du filet à son plus petit, dans le creux du V. Puis que ce serait ce grosseur-là qu'on percerait le trou. Mais ça fonctionnerait mal, parce que ça nous donnerait très peu de dégagement au fond, et l'outil aurait tendance à vouloir se coincer dans le trou. On a besoin de l'espace pour travailler, autrement dit. Et ça veut dire qu'on perce le trou avant le taraudage. On le perce un peu plus gros qu'on a besoin. Mais comment plus gros? Bien, allons au tableau blanc, puis regardons le calcul pour trouver cette grosseur de trou. Là, on sait, parce que je l'ai déjà mentionné, qu'il faut qu'on perce un trou avant de la fileter avec un tarot. Mais la question, c'est quelle grosseur de trou? Bien, si on y pense logiquement, si je voulais utiliser un tarot d'un demi-pouce 13, donc un demi-pouce 13 filets au pouce, et puis je perçais un trou d'un demi-pouce, donc équivalent au diamètre nominal du filet à produire. Mais évidemment, le tarot tomberait à travers le trou. Il ne resterait plus de matière à enlever et je ne pourrais donc pas former ce filet-là. Fait qu'on sait que le trou doit être plus petit que le diamètre nominal. Mais comment plus petit? Bon, ben, une indication serait, en regardant dans le Machinery Handbook ou une aide-mémoire quelconque, quel serait le diamètre mineur ou le plus petit diamètre, le diamètre au fond de filet d'un filet 1,13. Puis on trouverait un chiffre quelconque. Bon, mais ça, je pourrais peut-être percer le trou de ce grosseur-là. Ça serait difficile de tarauder ce trou-là parce qu'il n'y aurait aucun dégagement au fond du V sur la filière pour dégager les copeaux qu'on serait en train de produire, puis ça couperait très mal. Non, ça prend un petit peu de dégagement au fond là pour éviter que le tarot se coince dans le trou. La question ici est combien de dégagement est-ce que j'ai besoin? Ce qu'on veut en réalité, c'est de couper à peu près 75% d'un filet entier. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Parce que beaucoup de monde ont entendu parler du 75%, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas certains de ce que ça veut dire. Fait que regardons ça ici. On a ici un croquis d'un filet intérieur. C'est pas un beau croquis, mais c'est un croquis. Puis on a notre première paire de lignes bleues ici, qui représente notre diamètre intérieur. C'est le plus petit diamètre du filet. Là, ça, ce diamètre-là, c'est le diamètre qu'on trouverait dans un aide-mémoire. Et ce n'est pas le diamètre qu'on veut pour percer notre trou. Ensuite, on a des lignes oranges qui coupent le bout ou les pointes ou la gorge de ce filet-là et enlèvent une portion du bout. Et on appelle ça notre diamètre intérieur corrigé. Ça veut dire que j'ai rapetissé ou agrandi le trou pré-taraudage pour enlever une certaine portion des dents et me donner un peu de dégagement pour m'aider avec ma coupe. Puis ensuite, j'ai le diamètre extérieur du filet qui est mon diamètre nominal. Si on prenait en exemple un filet 1,5-13, 1,5 pouce de diamètre extérieur nominal, 13 filets au pouce, mais mon DE serait 1,5 pouce. Mon DI, je ne sais pas, il faudrait que j'aille fouiller pour le trouver. Et mon DIC, bien, il va falloir que je le trouve. Puis pour ça, on va utiliser une formule. Mais il faut se rappeler aussi qu'on peut trouver ça sur des feuilles aide-mémoire. Il y a toutes sortes de tableaux et souvent sur les murs des ateliers, on les a, qui nous donnent les diamètres de forêt en vue du taraudage.
déjà calculé. Quoique le calcul n'est pas complexe et ça va être quand même important à savoir. Fait que ici, on sait qu'on va découper ou couper la crête ou le creux réellement de la racine là, ou de la gorge du filet. Et on va enlever à peu près 25% du filet. Là, ça, c'est mal connu. Mais le 25%, on le voit ici. Ça, c'est notre filet, comme si j'ai pris ce creux-là, puis je l'ai amené ici. On voit notre filet, puis on va enlever le premier 25% de la profondeur entière du filet. Donc, 75% du filet va survivre et 25% du filet va partir si je perce le trou au bon diamètre. Mais ce qui est important à savoir, c'est que ce 25%-là est responsable que de très peu de la force du filet. En réalité, ce 25%-là est responsable pour moins que 10% de la force en traction de ce filet-là. Fait qu'on ne perd pas beaucoup en l'enlevant, mais ce qu'on gagne, c'est beaucoup de facilité de production. Fait que pour calculer le bon diamètre pour nous enlever ce 25% de filet-là, on utilise la formule ici. Diamètre intérieur corrigé, donc mes lignes oranges ici, égale le diamètre extérieur nominal, donc 1,5 si c'est un 1,5-13, moins le pas. Le pas en impérial, c'est pas le nombre de filets au pouce. Fait que 1,5, 13 filets au pouce, 13 n'est pas le pas. 13, c'est le nombre de filets au pouce, c'est un ratio. Moi, ce que j'ai besoin ici, c'est la distance que parcourt le filet en un tour axialement. Et ça, c'est le pas. Fait qu'en réalité, pour un 1,5 13, 13 filets au pouce, ça égale un pas de 1/13e. Mais si je fais diamètre extérieur, ou diamètre intérieur corrigé égale diamètre extérieur moins le pas, je vais avoir la même réponse que j'ai dans mes tableaux de mémoire. Regardons les deux exemples ici. Un quart 20 UNC, donc un filet, un quart de pouce diamètre nominal, 20 filets au pouce, unifié, okay, c'est un course, égale un quart moins 1/20e. D'où vient le 1/20e? Je viens juste de le mentionner. 20, c'est un ratio, c'est pas une distance. Il faut que j'aille la distance que parcourt le filet dans un tour. 20 filets au pouce, un tour, c'est 1/20e. Donc, un quart moins 1/20e égale 200 millièmes de pouce ou 0,2 pouces. Ça veut dire que le forêt en vue du taraudage pour ce filet-là va être un forêt de 200 millièmes de pouce. Ici, ce qu'on a, c'est un exemple métrique. La série M en Amérique du Nord, c'est des filets métriques. Et j'ai M10 par 1,5. Là, en métrique, le 10, c'est mon diamètre nominal. Et le 1,5, c'est mon pas. C'est pas un ratio qui me donne ici. C'est la distance réelle que parcourt le filet axialement en un tour. Donc, je n'ai pas de fraction à figurer ici. Je n'ai qu'à faire 10 moins 1,5, donc 10 moins 1,5, pour obtenir une réponse de 8,5 mm. Donc, le forêt, dans ce cas-ci, pour tarauder un filet M10 1,5, va être un forêt 8,5. Là, on peut trouver ces réponses-là dans des aides-mémoires, comme j'ai mentionné. Fait que pourquoi s'affairer ou se déranger même avec des formules? Bien, c'est parce que ce n'est pas toutes les matières qui se coupent de la même façon. Si je suis en train de couper une matière qui est très facile à couper et à tarauder, mais je vais peut-être prendre la chance de former un filet plus entier. Et ça veut dire que je pourrais peut-être percer un trou un peu plus petit que ce que je calculerais ici. Inversement, si je suis en train de tarauder une matière très récalcitrante, mais évidemment, je vais peut-être être tenté de réduire la friction puis augmenter la facilité de coupe en agrandissant le trou. Là, il ne faut pas descendre en bas de 60%. Ça, c'était 75% d'un filet entier. Il ne faudrait pas descendre en bas de 60%, parce que là, on commence à affaiblir notre filet dangereusement. Mais même à 60%, ça se fait. Puis je pense ici à certains aciers inoxydables qui sont excessivement difficiles à tarauder. Mais des fois, agrandir le trou par quelques pourcents, ça peut faire une énorme différence. Au lieu de 75, peut-être aller à 70, essayer de voir que ça a l'air.
Et puisqu'on sait comment trouver ces chiffres-là maintenant avec notre formule, bien, ça nous donne un petit peu quelque chose qu'on peut jouer avec. Donc, matière difficile à tarauder, on peut peut-être agrandir un tout petit peu le trou. Matière très facile à couper, on peut peut-être le rapetisser un petit peu. La même logique s'impose si je suis en train de couper un filet extérieur avec une filière. Il va falloir que je commence un peu plus petit pour laisser un peu de dégagement à l'outil. Là, malheureusement, on ne trouve pas de tableau aide-mémoire pour ça parce que on suppose, faussement dans bien des cas, que la personne qui produit le filet va se donner la peine d'aller voir dans un livre comme le Machinery's Handbook pour trouver quel est le diamètre extérieur réel du filet qu'il doit produire. Parce qu'il faut se rappeler qu'un filet de 10 mm ne mesure pas 10 mm. Le filet extérieur, le filet mâle, est toujours plus petit que le diamètre nominal indiqué. Et il le faut parce qu'il faut que ça s'assemble avec un filet intérieur de 10 mm. 10 dans 10, ça ne rentre pas. Un des deux va falloir être plus petit. Ceci étant dit, comment plus petit? Bien, on regarde dans l'aide-mémoire pour la classe de filet qu'on veut produire et on trouve que bon, bien, notre filet devrait être tel X nombre de millièmes de pouce plus petit que le diamètre nominal indiqué. Fait qu'un filet 1,13 ne mesure pas 1,5 pouce. Ça mesure 5, 6, 7 ou 10 millièmes plus petit, dépendant de la classe de filet qu'on est en train de couper. Mais j'ai produit, il y a déjà bien des années de ça, une petite formule pour nous donner une approximation du diamètre extérieur pour les filets en V 60 degrés. Puisque pour beaucoup de machinistes débutants et des machinistes là, de garage, là, de chez eux, n'ont pas la capacité de trouver le diamètre réel voulu pour leur filet. Puis cette formule-là, ça va nous donner une bonne approximation. Puis la formule, c'est diamètre extérieur corrigé, pas un DEC. Au Québec, ici, là, un DEC, c'est un diplôme d'études collégiales, okay, qui vient du cégep. C'est pas ça. Ici, c'est diamètre extérieur corrigé égale DE, diamètre extérieur, moins le pas sur 7,5. Attention, je répète, le pas en impérial, c'est 1 sur le nombre de filets au pouce. Fait que ça donne 1 sur quelque chose sur 7,5. Là, ça va m'approximer, me donner une bonne approximation de ce que je veux comme diamètre extérieur pour tarauder ou pour couper avec une filière. Excuse. Si je prends comme exemple impérial 1 quart 20, encore une fois UNC, bien j'ai 1 quart qui est mon diamètre extérieur nominal, moins 0,05 là. Le pas ici c'est 1 vingtième. 1 vingtième là, ça fait 0,05 divisé par 7,5. Ce qui me donne un diamètre extérieur en vue du filetage à la filière de 0,243, 243 millièmes de pouce. On peut voir ici que ça nous donne à peu près 7 millièmes plus petit que le diamètre nominal, ce qui n'affectera pas la force du filet et ce qui va simplifier énormément la coupe du filet avec la filière. Fait que j'ai en réalité 3 millièmes et demi par côté. C'est pas énorme, mais ça fait une grosse différence et c'est important. Donc, il faut réduire. On ne va pas prendre une barre d'un quart de pouce puis couper un filet dessus. On prend une barre d'un quart de pouce et on le réduit de 7 millièmes de pouce avant de mettre le filet. Là, ça ici, c'est un minimum. On pourrait aller à 10 millièmes là, sans aucun problème. C'est pas si précis que ça. Le même exemple, même formule, puisque c'est fait avec à partir d'une constante de 60 degrés. La même formule s'applique pour n'importe quel filet à 60 degrés en V. Ici, un M10 1,5 métrique, diamètre nominal 10 mm, moins 1,5. C'est réellement le pas ici. Fait que 1,5 divisé par 7,5, ce qui me donne un diamètre extérieur en vue du filetage à la filière pour un filet M10 de 1,5 de 9,8 mm. Ou un tout petit peu plus petit. Je pourrais aller à 9,7 ou même à 9,6 mm. Ça fonctionnerait bien. Mais c'est important de ne pas prendre une tige de M10 puis de le couper. Ça va coincer, ça risque de briser notre filière. 9,8, beaucoup mieux. Bon, mais ça fait pas mal plus qu'une demi-heure pour cette vidéo-ci. Donc, on va dire que c'est assez pour cette fois-ci.
Et ça veut dire qu'on va avoir une partie 4 et probablement une partie 5 dans notre prochaine vidéo. Mais on va regarder ces outils ici pour produire des filets, nos tarots, nos filières et des accessoires. Et expliquer l'utilité de chacun. En plus, on va regarder deux méthodes d'utiliser une perceuse et un mandrin porte-forêt pour aligner des tarots lors de filetage au tarot ou taraudage. Et on va regarder l'utilisation de la tête à tarauder. Puis ça va être pas mal important. Pas important, mais intéressant. Et probablement beaucoup d'autres choses. Donc, à ce moment-là, on les couvrira probablement la semaine prochaine. Et comme j'ai l'habitude de faire à la fin de ces cours théoriques, mais je vais vous poster ici des liens pour des vidéos qui pourraient approfondir là, ce dont on a parlé dans la vidéo d'aujourd'hui. Et voici 3 liens pour le projet Jauge à forêt. Là, vous avez probablement déjà vu ces vidéos-là. Si vous suivez la série là, sur le travail à l'établi, j'ai déjà mis ces liens-là. Par contre, on pourrait ajouter un lien pour la partie 1 et la partie 2 du projet bloc de montage, ou bloc 1, 2, 3, où on voit beaucoup de ces types d'opérations. Et j'aimerais également ajouter un lien pour une petite vidéo que j'ai produite concernant ou sur le filetage autour. On ne fait pas de filetage autour dans cette vidéo, c'est du travail à l'établi, mais dans la vidéo de filetage autour, on aborde beaucoup de terminologie, puis il y a beaucoup d'explications concernant le filetage et les filets en général. Fait que ça serait bon de voir pour comprendre un peu mieux ce dont on parle dans le taraudage et la production de filets. Là, j'aimerais également attirer votre attention sur un point important, puis ça c'est la minutie au travail, l'attention aux détails. Pour le travail à l'établi, ça a beaucoup à faire avec réussir un projet, cette attention aux détails. Et il y a quelqu'un en France qui fait un travail phénoménal et qui est clairement capable de faire attention ou porter attention aux détails. Et ça, c'est modéliste motoriste. Là, c'est pas un lien, je mets son nom ici, vous pouvez le trouver sur YouTube. Mais c'est Jackie, et Jackie produit des choses absolument fantastiques. Et l'attention aux détails qu'il porte à tout ce qu'il fait, ben, c'est phénoménal. Et puis j'apprécie beaucoup, j'aime bien regarder les petites vidéos qu'il produit. Fait que j'attire votre attention sur ça, allez voir ce qu'il produit, c'est fantastique, je trouve. Et comme je dis, l'attention aux détails, phénoménale. C'est intéressant de voir ce qu'on peut faire quand on veut faire quelque chose de bien. Alors, on se reverra probablement la semaine prochaine pour la partie 4 de cette 5e leçon portant sur le travail à l'établi. Et d'ici là, ben, amusez-vous, faites attention, soyez prudents et bon usinage.